Alors, bonjour tout le monde, bonjour aux téléspectateurs, bonjour, on va parler coiffe, on va parler costume traditionnel, on va échanger avec Doudou Diez, qu'on connaît, qu'on ne présente plus, avec tout son panel de partir de la tradition pour arriver à la modernité. C'est ce qu'on va parler, on va parler coiffe, on aura des exemples avec les élèves, et ça arrive tout à l'heure. Voilà. Très bien. Bonjour, bonjour, c'est Malo, je suis contente d'être là, je suis même ravie. Et là, je suis venue dans ma valise, j'ai ramené des modèles, des robes traditionnelles modernes, d'accord, que j'ai mis au goût du jour. Donc on verra ça tout à l'heure, porté par les filles du campus. Voilà, aide-moi, Hôtelier Oni. de l'école hôtelière de Sainte-Anne. Et puis, c'est toute une histoire, le costume traditionnel. Et ça tombe bien parce que nous sommes à Saint-Malo et le costume traditionnel tire ses origines de la Bretagne. Tire ses origines un peu aussi de la Normandie. Il ne faut pas oublier que nous avons des gens et qu'il fallait vêtir ce qu'on appelait les esclaves de préférence, les esclaves de maison. Et c'est là que commence l'histoire du costume traditionnel, de la robe à corps, robe près du corps ou robe de corps. Il y a trois noms pour cette robe à corps, robe près du corps ou robe de corps. Alors c'est vrai que quand on parle de costume créole, il y a effectivement, comme disait Roni, la robe à corps, on a aussi la robe d'Icham, on a en robe à corps, on a les robes de cérémonie, robe de deuil. On n'a pas pu emmener naturellement tout cela, mais il faut savoir que la robe à corps, travailler avec un autre tissu, avec d'autres variantes, ça donne un autre résultat et c'est pour d'autres sorties éventuellement. Et puis après, on revient maintenant aux coiffes, parce que les coiffes, c'est quelque chose de très important. Il faut dire qu'à cette époque, lorsqu'on va parler du parler madras, du langage madras comme on dit, où la femme chez nous exprimait non seulement son rang social, mais surtout son caractère en Guadeloupe. En Guadeloupe, on parle très peu de cœur à prendre ou de femmes mariées, c'est très rare. Mais chez nous, les femmes soulignaient leur caractère et leur rang social, et puis disaient ce qu'elles avaient à dire à travers leur coiffe. Et ce langage madras, mais ça va naître avec toutes ces interdictions. Parce qu'il faut comprendre que pourquoi il y a eu des interdictions. Parce qu'il était interdit aux personnes, aux femmes de couleur, aux esclaves tout simplement, de porter les fameux bibis à plumes, les chapeaux que portaient les maîtresses. Il fallait quand même couvrir ces dames, il fallait couvrir ces esclaves de maison que l'on disait des esclaves de préférence. Au départ, on avait choisi elle portait la tenue normande, c'est-à-dire cette fameuse robe de laine noire avec le bonnet qu'on appelait calèche ou dormeuse. Non, c'est devenu calèche lorsque c'est arrivé chez nous. Là-bas, on appelait ça dormeuse ou baigneuse, en fonction de l'heure où elle portait ce fameux bonnet. Donc on avait la baigneuse à barbe, celle qui avait une espèce de patte qui retombait sur les épaules. Et c'était cela qu'elles avaient le droit de porter, cette fameuse robe de laine noire. Et on croit bien. Et quand on prend l'histoire que robe de laine noire en Guadeloupe, c'était pas très facile à porter. C'était pas très adapté. Il faut penser que les Anglais travaillaient déjà avec les Indes. Ils avaient occupé les Antilles pendant un moment. Donc ils ont continué le commerce. Ils ont ramené ce madras qu'ils avaient demandé aux Indiens de reproduire. Et justement, qui porte le nom bien de cette ville en Madras, puisque c'était un comptoir d'Angleterre en Inde, hein, qu'on appelait Madras, qui porte le nom, et qui était, en fait, c'était pour reproduire ce fameux kilt que portent les Écossais. En fait, c'était ça, la main-d'œuvre, l'industrie était gratuite en Inde, donc les Anglais ont déporté tout ce qu'il y avait comme industrie et ont demandé aux Indiens de réaliser le kilt. Le premier madras a été réalisé en fibre de banane. Nous avons donc des métiers à tisser anglais de 93 cm de large. C'est pour ça que chez nous, qu'on parle d'un madras, quand on parle du madras, on dit en 90 en carré. Parce que pour faire une coiffe, c'est un carré de madras de 93 sur 93. Dans notre parler, je dirais vernaculaire, il y a un carré 90. Mais c'est 93 cm qui est l'équivalent d'un yard. D'un yard, absolument. Donc, les premières personnes à avoir porté le madras, ce sont les créoles blanches. Tout à fait, ça a été les blanches, mais qui ont trouvé ça avilissant. Ça n'allait pas. Donc, ils ont relégué cela à la jante noire. Et qui ont su mettre en valeur ce carré coloré et rivaliser avec les maîtresses. Et c'est de là que prend tout le sens de la culture
que la culture prend tout son sens à travers nos rythmes, etc. Et on va voir naître des coiffes qui vont être baptisées souvent par les maîtres quelquefois, à cause de l'attitude de la personne qui dansait, ou les anciens maîtres. Et elle-même, après, après l'abolition de l'esclavage, il fallait qu'elle s'exprime et qu'elle dise que voilà, je suis. Donc on va voir naître la voile au vent, on va voir naître la libérale, on va voir naître l'indépendante. Et c'est comme ça que plus de 32 façons de nouer le madras existent chez nous. Aujourd'hui. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que cette robe à corps que l'on porte si fièrement aujourd'hui, eh bien, je l'ai héritée. J'ai hérité de ma grand-mère, Mantancia, qui portait que des robes créoles. Et j'en ai là des robes de 70 ans d'âge. J'en ai à mon atelier. J'ai tenu à les garder. J'ai aussi la robe d'Hicham authentique, vraiment. Et à partir de ces modèles, des modèles de Mantancia, j'ai aimé la coupe, j'ai voulu mettre en avant et faire porter cette robe-là. Et c'est pour ça que je l'ai travaillée. Je ne l'ai pas démontée. Je l'ai regardée, je n'ai pas démonté. J'ai regardé la robe, j'ai découpé les pièces avec le corset, la robe avec le corset à l'intérieur, oui, sans couture côté. Il n'y avait pas de couture côté, n'est-ce pas? Tout à fait. Avec la courbe derrière. Et depuis, eh bien, je n'ai pas arrêté de valoriser cette robe. J'ai beaucoup travaillé pour les différents concours de beauté, les Miss de commune, les Miss Guadeloupe. Les Miss Guadeloupe jusqu'à Miss France, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la tenue régionale a beaucoup changé, mais il y a Peut-on parler de tenue régionale? On ne peut plus parler de régionale, voilà, mais il y a 20 ans, effectivement, il nous fallait vraiment la robe authentique avec la coiffe guadeloupéenne, le jupon assorti et tout. Donc c'est vrai que 20 ans après, j'ai décidé de la moderniser, de l'alléger, cette robe, de garder la même coupe, ce piqué sur le côté, ce maréré, j'ai envie de dire, pour bien souligner la taille. Donc je modernise aujourd'hui, j'allège, c'est-à-dire j'ai rajouté des bretelles, j'ai raccourci les manches, je l'ai raccourci aussi la robe, elle peut être portée avec un pantalon, avec un legging, elle est moderne en tout cas. Nous verrons ça tout à l'heure avec nos filles. C'est bien, Rony, jusque-là, ça va? Nous allons débattre. Nous allons vendre pays là. Attention. Doudou, où que piquer robe parce que où que ranger, quand les sont ranger robe là les Kevin, parce que les sont quand capon. Voilà, alors je vais profiter pour la remonter. Retourne-toi sur le côté, la piquer comme ça sur le côté pour nous donner le panier. Voilà. Et puis tiens l'avant de ta robe. Et tiens l'avant de ta robe. Fais monter. Voilà. Voilà. Avec le sourire. Reste à côté de Doudou. J'adore le pot. Très bien. Mais justement, puisqu'on y est, et tout à l'heure on va souligner parce qu'elle porte une coiffe particulière. Et j'ai tenu à voir cette coiffe parce qu'elle porte une coiffe particulière qu'on appelle le katangé. Katangé. Dans katangé, qu'est-ce que tu entends dans le nom katangé? Kitang. Parce que tout simplement, il est né dans cette coiffe a pris naissance en fait dans une sorte de, comment on pourrait appeler ça, une ambiance en bâtonnet. C'est une histoire de marins où les marins venaient donc fêter le dimanche. Après le truc, ils venaient fêter dans un petit bistrot au bas de la source. Et il y avait un marin un commandant qui était plus ou moins éméché, qui avait déjà tellement consommé du rhum qu'il dansait un peu en titubant. Et en titubant, il a touché la coiffe de cette dame pour refaire sa coiffe, et la coiffe est tombée sur le côté, et vraiment mais retombée. Et depuis, elle a donc créé sa coiffe en rajoutant la poupe, vous voyez, c'est un peu la pointe du bateau à l'avant, et penché sur le côté pour dire qu'effectivement nous voyageons, donc le bateau tangue. Donc elle a appelé sa coiffe Katangé. Et ça a fait...
à cause d'une danse entre un commandant éméché et une jolie dame. Une jolie dame. Tiens, ça pourrait arriver à Doudou, hein? Ah oui, oui, oui. Fais-moi des photos, moi que je suis là, juste là. Voilà. D'accord, retourne-toi devant. Alors, parle de ça, du français, parce qu'on avait pli, Oui. on parle de cette différence. Les plis canons. Les plis canons, parlez de ça. Voilà. Et qu'il faut faire rentrer les 9 mètres de tissu entre là et là aussi. Non, non, il manque une. Ah oui. Voilà notre mulâtresse. Voilà. Alors, elle porte une robe créole moderne. Donc, on retrouve le madras, agrémenté de la broderie naturellement, mais l'encolure est beaucoup plus dégagée. Alors qu'ici, nous avons les modèles authentiques. Elles sont parées de bijoux. Ce sont vraiment les modèles authentiques avec le jupon blanc. Voilà. Et Ou jupon de couleur. ou Et le puis, jupon de couleur. et puis ça tombe bien, parce que déjà, il faut savoir que à l'époque, il fallait qu'elle se distingue. Donc la mulâtresse, issue du brassage de la race blanche et des races noires, se distinguait. Et effectivement, elle portait ce qu'on appelle le décolleté, ce grand décolleté bateau. Voilà. Et voilà sa coiffe. Alors Doudou, pour te faire plaisir, tu savais qu'il y avait la coiffe de la mulâtresse de Basse-Terre Tout à fait. et celle de Grande-Terre. Absolument. Donc là, notre mulâtresse. Allez, Voilà. dans la mulâtresse, pomme-le. Mets-toi par là, reste là, parce que ce ne sera pas suffisant. Et en belle petite madras bien colorée. Gardez tête là, toujours bien marrée. Tendez bien, c'est ça qui... Voilà. Alors là, elle porte une robe à corps authentique, d'accord? Sauf qu'elle est aussi moderne. Donc vous verrez, elle n'a pas ses bijoux. Moi, je suis beaucoup dans l'audace aujourd'hui, dans la créativité. Donc la coiffe madras est remplacée avec beaucoup de désinvolture. Oui, et puis beaucoup, le côté écolo revient aussi, puisque je lui ai juste rajouté cette coiffe réalisée avec le plastique. Ce qui fait que ça donne une touche originale, Avant-gardiste. avant-gardiste. Et puis, je le dis tout le temps, il faut oser. Il faut oser. Voilà. C'est comme dans la vie, il faut oser. Il faut oser, il faut avoir de l'audace. Donc elle a sa petite bourse assortie où elle peut ranger son éventail. Aujourd'hui c'est plus facile hein, puisqu'il y a ranger le son portable. Voilà. Tu as rangé quoi? Voilà. Merci. Alors, on est toujours dans la créolité. La soie carreau a remplacé le madras ou l'imprimé fleuri. Donc le tissu est déjà plus soyeux. La robe, elle est moderne, elle est raccourcie. Auparavant, le panty était porté sous les robes. Et ne devait pas être vu. Il ne devait pas être vu, mais aujourd'hui, on est toujours dans l'audace. Donc le panty est à vue. La robe est raccourcie, voilà. Donc, le dos de sa robe est travaillé avec des plis canons, d'accord? Tandis que les autres robes, comme la sienne, il y a un fronçage, retourne-toi, il y a un jeu de fronce derrière. Et puis, Doudou, c'est important que de souligner, c'était vraiment là que l'on pouvait voir si la cambrure et aussi si la couturière savait. Parce qu'il fallait faire rentrer les 9 mètres de tissu entre là et là. Voilà, tout à fait. N'est-ce pas qu'il est plus facile de réaliser les plis canons que de foncer? Ah oui, que de foncer. Parce qu'il faut faire rentrer et que ça doit tomber vraiment dans le... Voilà. Donc, ce n'est pas une mince affaire que de réaliser la robe créole. C'est pourquoi beaucoup de personnes aussi
préfère ne pas faire de robe créole. Ne pas faire de robe créole, voilà. Voilà, mets-toi juste à côté de moi. Et la dernière, Qui en robe? la petite là. Ah, Alors, on garde la même base, on garde la base de la robe créole, on change le tissu. On change le tissu puisqu'aujourd'hui la thématique veut qu'on ait au départ de la route du Rhum, donc le tissu, le bleu marine qui nous rappelle la mer avec les motifs marins. La robe, elle est allégée avec des bretelles. Elle peut être portée avec un legging, elle peut être portée simplement ou éventuellement avec un beau jupon aussi. Donc on retrouve toujours cette partie qui marque la taille. C'est important de souligner la taille. Et quand on parle de robe à corps, eh bien c'est ça. Il y a Kembe Kola. Il y a Kembe Kola. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle moderne. De ce côté, avec elle. comme voilà. tu veux. Voilà. Et puis on va revenir maintenant sur les coiffes, parce que bon, d'ailleurs j'ai fait sortir un bouquin qui parle de quoi, ça s'appelle Tête Marie Guadeloupe, la route du Madras de l'Inde à la Guadeloupe et le pourquoi. Je vous dis tout à l'heure qu'il y avait que les femmes exprimaient leur rang social, leur caractère avec le Madras. Et là-dedans on trouve, bon, j'ai essayé il y a 32 manières au moins de nouer le Madras chez nous en Guadeloupe. Et moi, j'ai essayé de retrouver les coiffes qui ont un peu plus marqué notre histoire. Là-dedans, on va retrouver les calandés, on va retrouver la chaudière, c'est-à-dire la coiffe de celle qui était chargée d'élever l'enfant et de l'emmener de la mabo et de l'emmener au baptême. Et ensuite à l'hôtel du mariage, parce qu'elle avait deux coiffes, une coiffe pour le baptême et une coiffe pour le mariage, parce que la seconde coiffe qu'on appelait casserole, je vais essayer de la retrouver rapidement dans ce livre. Donc la seconde coiffe qu'elle appelait casserole était en fait son curriculum vitae. Donc elle le portait le jour du mariage de l'enfant. Non, je ne sais plus. Voilà. Là, la casserole. Donc là, la casserole. Vous voyez, c'est ça la casserole. Et c'est une coiffe qu'elle portait alors le jour du mariage. Pourquoi? C'était son curriculum vitae. C'est une coiffe qu'elle pouvait mettre en gage aussi quand elle avait une dette. Donc elle mettait cette coiffe en gage. Et après avoir remboursé ses dettes, elle pouvait récupérer cette coiffe. Là-dessus, elle accrochait tout ce qu'elle recevait comme récompense en or. Ça pouvait être un grain, une broche, etc. Et plutôt que de fondre ou de remanier le petit boujou qu'elle a reçu, elle l'accrochait tout simplement à sa coiffe, puisque c'était son curriculum vitae. Et elle avait un bijou particulier qu'on appelait le tremblant. Le tremblant, oui. Que l'on appelait le tremblant, que je vais enculer dans le livre de toute façon, qu'on appelait le tremblant, et qui était le bijou de l'Ada. On voit un tremblant jusqu'ici. Qui était le bijou de l'Ada, auquel, c'est-à-dire que c'est une épingle à chapeau, comme une sorte d'épingle à chapeau, avec en son extrémité un ressort et une mèche de cheveux ou la première dent de lait de l'enfant qu'elle avait élevé. Donc cette épingle pouvait avoir plusieurs petits ressorts. Donc plus il y avait, mais le but c'était qu'il fallait prendre de l'enfant du départ à la fin pour pouvoir accrocher la dent ou la mèche de cheveux de cet enfant. Mais plus tard, il faut savoir que même au niveau des bijoux, et qu'on comprenne bien ce qui se passe, que même au niveau des bijoux, toutes les femmes ne portent pas le même bijou. Une jeune fille, là, bon, nous sommes dans du faux bijou, mais une jeune fille qui portait le grain d'or, tout de suite, on savait que c'était une femme entretenue. Parce qu'elle était trop jeune. Il y avait des codes. Parce qu'elle est trop jeune pour porter un grain d'or aussi long. Puisque le grain d'or, c'était un bijou qu'elle payait, qui s'allongeait en fonction de la paye. Donc, elles étaient payées à la quinzaine ou à la semaine. Donc, elle prenait un grain chaque fois. Donc, pour avoir un grain d'or aussi long, il fallait avoir déjà plusieurs mois, plusieurs années. Et ce n'est pas à chaque semaine qu'elle achetait un grain pour pouvoir faire le collier. Donc, il y avait ce collier. Là-dedans, le livre, vous avez aussi trouvé des dames, puisqu'après, il y avait des dames de grands salons qui refusaient maintenant. Là, nous rentrons dans cette histoire de rang social, qui refusaient de porter autant de bijoux que les autres, parce qu'elles trouvaient ça, nous rentrons maintenant dans le côté plus classique. Donc, elles portaient un seul bijou, par exemple ceci, ou alors le sautoir. Mais je reviens à notre tremblant qui après est devenu le bijou de la provocation. Parce que les jeunes filles, les jeunes femmes, qui étaient la maîtresse de quelques
notables de la ville et pour bien montrer à l'épouse qu'elles étaient aussi, qu'elles disaient que je possède aussi l'homme, qu'elles avaient leur place. Plutôt que de mettre ce tremblant, ce fameux tremblant devant la coiffe, elle l'accrochait à l'arrière et lorsqu'elle croisait la légitime, elle bougeait la tête pour leur dire non, là c'est un mousse. Voilà, forme de provocation. Et donc le bijou de la provocation. On a aussi la bamboche, on a la toche, parce que par exemple une toche, la toche c'est, il fallait que la femme soit, il fallait que la coiffe soit là, il fallait qu'elle soit jolie et en même temps pratique. Il n'y avait pas tous les caddies que nous possédons maintenant pour aller faire nos courses. Donc, le panier, et il était un devoir, c'était une marque de respect. Lorsqu'une femme portait sa coiffe, c'était une marque de respect. D'ailleurs, dans notre parler créole, on disait et carré, c'était ta vieille femme. Parce qu'il y avait un âge pour commencer à rapporter le global. Dès qu'une femme était mariée ou qu'elle était rentrée dans son système parental, qu'elle était devenue une femme, une mère responsable, il fallait qu'il n'était plus question que d'être tout le temps. Elle devait porter le carré de madras lorsqu'elle sortait parce que c'était une façon de se distinguer, de dire attention, je ne suis plus dans le... Non, je suis quelqu'un. Donc c'était une marque de respect. C'était une façon donc, mais de tout cela, il fallait quand même qu'elle travaille. Donc, il n'y avait pas de caddie, les fameux trelés que l'on a que lorsqu'on marche pour aller faire ses courses. Mais il y avait des paniers ou des traits. Il y avait des paniers ou des traits. Le madras. Donc il fallait que la tête, que cette coiffe, que la tête soit toujours donc, du côté respectueux pour les autres, mais pas seulement pour ceux qui sont nés, mais tout le monde. Et se faire respecter elle-même. Donc elle faisait ce qu'on appelait la toche. C'est juste une torche. Voilà, c'est pour aider, une façon de nouer, pour garder sur la tête. Et qui permettait justement une bonne assise du panier ou voilà. de tout donc, ce qui vous voyez l'exemple là, à côté. Donc là, c'est déjà le moderne. Bon, enfin, j'ai la photo moderne, mais voilà l'exemple pour vous dire que menti vanité. Oui. C'est ça. Voilà. Et ainsi que, et lorsqu'on rentre dans l'histoire de nos coiffes, vous savez, il y a même une coiffe qui a révolutionné la Guadeloupe, qui est rentrée dans le système politique de la femme de notre pays qu'on appelait la zambo. Et on disait des femmes, de ces femmes-là, la zambo, et bien on est parti dans la modernité aussi dans ce livre. Hein? On disait voilà la zambo. La zambo, c'était, vous savez, le mot zambo est tiré d'un nom que l'on donnait aux personnes sauvages. C'est-à-dire que c'était des femmes qui tenaient tête aux hommes. À l'époque, lorsque les suffragettes encore ici luttaient, 1946 pour les suffragettes, à peu près, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne m'abuse, se battaient pour le droit de vote des femmes. En France, eh bien, il y avait aussi une équipe, chez nous, qui luttait pour reconnaître le droit des femmes dans la société guadeloupéenne. Et elle tenait tête donc aux maîtres, aux messieurs, à nous, aux hommes qui étaient censés mener le pays. Et c'était des femmes qui n'avaient pas peur, justement, des hommes qui les affrontaient, voire même se battre avec ces hommes. Et je crois que la zambo la plus célèbre qu'on a eue, ça a été Soubadi. Elle était de Sainte-Anne, elle devait faire 1,87 m. Et Soubadi, elle s'est défendue seule. Elle était une vendeuse de coco, de noix de coco, on va dire en français, et de noix de coco fraîches. Et comme elle faisait de la politique, etc., ils lui ont envoyé les gendarmes. Eh bien, elle s'est battue avec un contingent de gendarmes seuls et ils sont partis. Ils sont partis en courant. Donc, et le mot zambo signifie sauvage. Donc, de leur coiffe, elles portaient souvent, pour bien montrer qu'elles étaient contre le système, elles portaient souvent des foulards rouges, de madras avec des teintes très foncées. D'ailleurs, à un moment, bon, plus tard, on a dit que c'était le début du communisme en Guadeloupe, etc., etc. Mais enfin, bon, c'était surtout des zambos, des femmes de tête qui tenaient tête à la société masculine et à la société en elle-même. C'était des femmes, comme on disait chez nous, doubou tokai, qui n'avaient peur de rien. Donc, on les appelait des zambos. Et lorsque on n'est pas une femme soumise à la maison, qui répond aux attentes du mari, le repas, le dîner, les enfants, alors on est sauvage. Du coup, les hommes les ont traités de zambo. Et le mot zambo veut dire sauvage. Donc si on vous traite de zambo, oui, énervez-vous, mais soyez quand même fiers, puisque ces femmes se sont battues pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Et puis bon, sinon on va rester toute la journée, mais il y a tellement de coiffes. Et puis moi, par rapport, j'ai fait comme toi, Doudou, je suis parti avec ces coiffes, je suis parti avec ces coiffes sur la modernité, dans le moderne. Donc on est parti sur les coiffes pour le mariage. Voilà. En rajoutant des choses. Et la tradition s'adapte tout à fait
avec les costumes modernes dans des cérémonies classiques de mariage. Aujourd'hui, nos coiffes sont portées un peu partout, toute femme porte coiffe. Posséder un madras, à l'époque du madras, c'était posséder un bijou. Le madras était très rarement lavé, il était utilisé, replié, il était à la limite bichonné parce que ça coûtait très cher. Un madras à une seule personne. Aujourd'hui, nous avons les paiements en 4 fois, en 10 fois sans frais. On peut se permettre. On peut se le permettre. Et j'aimerais souligner, parce que bon, peut-être que c'est à cause du poste que j'occupe dans cette association, la coiffe des cuisinières, qui est la coiffe qu'on appelle des femmes d'Ubutoka. Voilà. Attendez que je trouve, ça s'appelle plombier ou voilà. Donc voilà, elle est debout, c'est-à-dire la coiffe des femmes laborieuses, des femmes qui sont au travail. Et l'association des cuisinières, elles ont choisi cette coiffe tout simplement parce que l'association a été créée en 1916. Donc les prémices 1913 et ensuite 1916 à la place Camille Desmoulins, juste en dessous de la place de ce morne qu'on appelait le morne de Massabielle, qui s'appelait le morne Maslas à l'époque. Et donc juste en dessous, la place Camille Desmoulins. Et c'est là qu'elles se sont réunies un 14 juillet, tandis que les soldats défilaient sur la place de la Victoire. Elles, qui étaient des gens de maison, qu'on appelait chez nous bonne à madame, il n'y avait pas encore de sécurité sociale, il n'y avait pas encore de mutuelle et tout cela, il n'y avait pas toutes ces aides aujourd'hui qui existent. Ben, elles étaient du personnel, et c'était du personnel de maison, mais qui ne savaient des fois ni lire ni écrire. Elles se sont entourées de notables, de personnes qui avaient déjà fait des études, pour créer ce qu'on appelle la première tontine, qui est devenue l'une des premières mutuelles de la Guadeloupe, qu'on appelait le Cuisto Mutuel, avec en son sein l'association des cuisinières. Et comment est venu ce mouvement culturel, culinaire et vestimentaire? Parce que tout simplement, c'est parti d'un décès. C'est tout simplement parti d'un décès. Parce qu'une des personnes qui travaillait à Pointe-à-Pitre en tant que bonne à madame a perdu son époux, tout simplement. Elle s'appelait Obéide. Obéide, joli prénom je trouve, hein? Obéide, obéissance, Obéide, elle a perdu son époux. Elle n'avait pas les moyens pour faire face aux dépenses pour les funérailles. Alors les autres personnes, on va dire bonne à madame de la ville, se sont réunies et avec une petite boîte en fer blanc, que j'ai gardée d'ailleurs, qui est toujours là, qui a traversé les temps, elles ont fait une sorte de quête. Et de cette quête, elle a pu à la fois payer tout ce qu'il y avait à payer pour le décès de son époux, mais pour les funérailles, mais en plus il en restait. Et donc elle a fait un riz et morue et soupe de pied de bœuf, et c'est de là. Parce que tout chez nous, lorsqu'il y a une fête, que ce soit la mort, que ce soit quand c'est pour un mariage, il y a toujours un petit manger. Et c'est de là surtout qu'on jugeait les gens de maison sur le repas. Et non, c'était le repas et le travail fait à la maison. Mais il était important que ça soit le repas d'abord, cuisiné. Et c'est de là que c'est parti l'association des cuisinières, qui aujourd'hui a 107 ans et que l'on connaît dans le monde entier, avec cette coiffe qu'on en appelle plombier ou pompier. Eh bien, ça tombe très bien. On voilà. va donc, et donc la transition est toute trouvée. Attends. Je vais avancer la chaise un petit peu. Et là, bon, Doudou porte déjà, pour vous montrer que juste que la tradition peut... Une tenue classique d'ailleurs. Vous avez vu la dame s'assied. Qui, d'une tenue classique, c'est-à-dire même d'une tenue, je dirais, qui n'a rien à voir avec notre tradition, on peut faire quelque chose de très joli qui est. Alors, on va partir. Moi, je vais partir de la base de la toche, qui est quelque chose de tout que personne ne portait, sauf pour le travail. Et je pense qu'avec la coiffe qu'elle a, et elle a une coupe, avec la coiffure qu'elle a et cette coupe, on va lui faire une toche, mais une toche améliorée. Il faut tenir, Doudou. Donc, quand il s'agit de faire la toche, si je reste en bas, c'est pas bon. Il faut faire remonter. Reviens. Tiens-moi ça. Donc, comme moi, je parle de modernité, de trucs. Donc, on ne va pas faire une toche comme il se doit. Donc, je vais faire une toche pour le dièse de Doudou.
Et plutôt que de fermer, je vais laisser ouvert, ce qui va lui faire une sorte de chute. Et pour être encore plus emmerdeur. Plus provocante. Puisque Doudou, de toute façon, c'est quelqu'un de très provocant. Et elle aime ça. Et elle parle, elle aime beaucoup sa culture et son pays. On va la laisser comme ça, juste une touche. Voilà. Et coiffer à la manière de dire « je m'en fiche ». Voilà, je m'en fiche. Vous pouvez faire la même pour Madame la rectrice? Pourquoi pas? Donc vous voyez, le vêtement, on peut avoir un vêtement classique et avoir quand même son carré madras avec une belle tête. Parce que vous voyez, c'est très simple. La toche, c'est juste toujours ça. dans la modernité. La toche, là, je fais disparaître, voilà la toche au départ. Maintenant, je peux lui poser, eh bien tiens. On pose, voilà, le livre dessus et donc bien. Elle peut partir à Acapulco, voilà, ça ne tombera pas. Et là, on va moderniser, on va juste... Il propose de mettre le second gobelet. Il y a un jeu comme ça. Et là, elle peut mettre une broche pour... voilà. Mais ben, Doudou, tu dois défiler là maintenant. Oui, ben, je vais défiler. Hein. Voilà, merci. Donc, en quelques minutes, nous avons parlé, mais c'est vrai que il faut du temps pour comprendre l'histoire. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Nous avons des coiffes qui ont supporté, qui ont été baptisées par les maîtres lors du comportement, dans certains comportements de l'esclave, lors des fêtes où ils se réunissaient autour du tambour. Et les maîtres appelaient ça la bambochade, parce que pour eux, les danser en levant le jupon à l'époque, en faisant virevolter le bouchon, le jupon, c'était des femmes de petite vertu. Donc la bamboche est rentrée dans l'histoire comme la coiffe des femmes de petite vertu. Donc souvent, on entendait nos grands-mères disaient « Au sorti en bambochard ». C'était pas gentil. Ça veut dire que vous êtes sortis faire les 400 coups et vous rentrez chez moi. Donc bambochade aujourd'hui. Et pourtant, c'est une coiffe qui est magnifique et qui est la petite sœur de ce qu'on appelle le pain de sucre, qui était la coiffe de l'affranchi juste après l'esclavage. Donc voilà la bamboche. Voilà la bamboche. Et vous voyez la photo, elle rigole parce que justement c'était la fête et elle portait beaucoup de bijoux parce que ces femmes qui dansaient attiraient beaucoup les flibustiers et les corsaires qui raflaient de tout pour distribuer à ces belles. Donc elles avaient des bijoux après l'esclavage pour montrer et en bamboche. Et c'est resté, c'est rentré dans notre parler bamboche. Et je vais essayer de trouver le pain de sucre. Le pain de sucre, c'est l'ancêtre justement de la bamboche et il fallait 6 petits coussins. Voilà, notre pain de sucre qui était la coiffe de l'affranchi. Pour réaliser cette coiffe, on appelait ça le pain de sucre. Pourquoi? Ben, pain de sucre, la canne, etc. Parce qu'il était long. Donc il fallait 6 petits coussins, le bonnet qu'on appelait dormeuse ou baigneuse, plus un morceau de madras qu'on devait juste deviner et 12 carrés de tissu pour réaliser cette coiffe. Donc il y avait du poids sur la tête et poser le chapeau à l'extrémité parce qu'il était interdit aux personnes de couleur de porter chapeaux et bibis. Donc l'affranchi qui était le métissage blanc-noir avait le droit de porter le chapeau mais non directement sur sa coiffe. Voilà. Donc voilà, on va voir net donc le pain de sucre, vous auriez dû retenir, donc le pain de sucre qui plus tard va tomber pour donner naissance à la bamboche. Réalisé toujours avec ce même carré de madras de 93 sur 93. Il y a plein de choses. On parle de coiffe, on parle de vie et voilà. Voilà. Donc Madame la rectrice, il est important de faire entrer ce programme pédagogique dans notre... Non, même je ne parle même pas du bout, je parle de programme de la culture et surtout quand on est dans un BTS tourisme pour pouvoir en parler. Puisque, bon, fort du poste que j'occupe en tant que, déjà en tant qu'ambassadeur de la culture guadeloupéenne, mais aussi en tant que président de l'association culinaire, le repas, tout a une histoire chez nous. Puisque sinon, c'est comme le costume traditionnel qui est un petit bout de l'Espagne, un petit bout de la France, un petit bout de l'Inde, un petit bout de l'Angleterre. Beaucoup. Ah oui, puisque... Et ça a donné ce costume traditionnel de ce côté tradition et en plus modernisé. Notre cuisine est pareille. C'est un peu de
de l'Espagne, c'est beaucoup de l'Afrique, un peu de l'Angleterre, etc. Qui a donné que c'est notre cuisine qui est aujourd'hui classée, je crois, 2e ou 3e dans la charte de la cuisine française, en tant que cuisine des provinces françaises, est une cuisine essentiellement faite de restes et de ceux que l'esclave trouvait et de ceux que l'esclave trouvait juste à côté de sa maisonnée, de sa case. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de soupe à rongo, on parle de bébélé. C'était un petit peu de choses qu'on mettait pour faire ce repas. Nos histoires restent tant sur le plan culinaire, même sur le plan musical. La biguine, c'est un petit morceau, c'est d'abord le tambour, puis après le siak, et ensuite la batterie est arrivée. Aujourd'hui, nous parlons de modernité, on a rajouté le violon qu'ils appelaient ko à l'époque, puis le banjo. Voilà comment. Donc notre histoire, c'est un peu de chaque, un petit bout de chacun, tant dans le costume, tant dans le manger créole, et voilà. Et ça fait nous, puisque nous aussi, nous sommes un mélange de chaque chose. Tout à fait. Notre culture nous ressemble. Nous sommes donc en phase avec nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est vrai que je crois que c'est la richesse de la Guadeloupe que cette diversité, cette interculturalité qu'on retrouve, cette multiculturalité d'ailleurs. Et je crois que c'est une chance exceptionnelle. Mais c'est une région aussi qui a une identité forte, comme on le retrouve ailleurs, parce que vous dites qu'on trouve toutes les traces de la culture. Mais en fait, dans toutes les régions qui ont une identité forte, on retrouve des traces de l'histoire à travers l'ensemble de ces éléments. Et finalement, à travers tout ça, on arrive à identifier cette histoire. Alors, je vais vous laisser. C'est tout plus. On est le... En tout cas, vous êtes magnifiques, toutes. Bravo. Merci. C'est ma partie de ce côté, le côté ça c'est vous moderne. D'accord. Voilà. Oui. Et ici, c'est... Vous êtes couturière? Je suis créatrice de mode à Bastel en Guadeloupe. D'accord. Doudou Dièse. Doudou Dièse, d'accord. Et donc c'est vous qui avez revisité les tenues. Justement, voilà. Modernisé même. Donc là, on est sur la partie traditionnelle et la partie moderne. Voilà. D'accord. Mais en tout cas... Elles sont magnifiques. Ah oui, effectivement, oui. Ouais. Elles ont ce Voilà. port de Ce tête. poil. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Mais c'est pour vous inciter à rentrer encore plus et à dire que nous devons aller plus loin dans notre histoire. Mais je crois que ça fait partie aussi de la construction de l'avenir, que de bien connaître son histoire. Que de bien se connaître avant de connaître les autres. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Monsieur Et puis, Théophile. et partir de là, accepter les autres. Et comprendre. Parce que, et là, on fait l'échange. Et Voilà. c'est tout l'échange de richesses dans ce cas-là. Et Bravo. je veux dire que Saint-Malo, tous les 4 ans, cette manifestation nous permet justement de mettre en avant ce que nous avons. Et je trouve, moi je suis heureux d'être entouré des élèves de l'école hôtelière parce qu'elles ont, et tous ces enfants, je parle aussi des garçons, ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de faire, ils ont envie d'avancer et ils ont besoin de leur histoire pour être encore meilleurs, pour que la Guadeloupe puisse encore resplendir plus qu'elle ne l'est à travers le monde. C'est un vrai rayonnement, C'est tout un à vrai fait. rayonnement. Et on est fiers de nos élèves, en fait, et de nos étudiants. Bravo à elles. Bravo. On va mettre les petits ensemble pour faire une photo.